jusqu'à 13h, vous écoutez Laramée en direct avec François Laramée au FM 103.3. Eh bien oui, nous voilà de retour après une bonne conversation avec les maires de Brossard et de Saint-Bruno de Montarville. Dossier de l'agglomération de Longueuil, je pense qu'on s'en sort pas, on s'en sortira pas cette année encore parce que les demandes des maires, ils n'ont pas fini de faire du bruit, ils n'ont pas fini de faire non plus une vaste campagne pour mobiliser leurs citoyens. Alors, on risque d'en entendre parler encore longtemps et j'ai retenu la suggestion des maires d'inviter le maire de Boucherville pour nous exposer un peu sa population. Alors, ça fera partie des prochaines démarches. Mais cela dit, pour notre deuxième partie d'émission aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir que je reçois, j'étais pour dire un petit gars de Longueuil, c'est vrai quand même, mais c'est quelqu'un qui fait énormément parler de lui depuis une semaine ou deux, depuis le lancement d'un livre qui nous a permis de connaître un personnage pas complexe, mais qui a une belle histoire, une grande histoire devant lui, derrière lui, puis je pense qu'il y en a encore aussi devant lui. C'est Luc Poirier. Luc Poirier, qui est un gars qui a grandi à Longueuil, qui vient de lancer son livre « Voir grand ». Luc Poirier, bonjour d'abord. Oui, bonjour à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je sais que vous êtes fortement sollicité par les temps qui courent. Oui, mais ça me fait plaisir. Ça n'arrête pas, pour ainsi dire. Voir grand, je pense que vous avez répondu au moins à 500 questions depuis une semaine ou deux. On vous voit partout. On vous voit dans le Journal de Montréal, dans les grands médias, dans les radios aussi montréalaises. Tout le monde veut avoir Luc Poirier à son micro pour qu'il explique pourquoi d'abord il a publié Voir grand. C'était quoi l'objectif de publier un livre? En fait, depuis quelques années, on me demande souvent dans la rue ou avec les gens que je parle que ça serait intéressant d'écrire un livre. Il y a plusieurs éditeurs également qui me l'ont demandé. Je me trouvais beaucoup trop jeune pour penser à ça. Présentement, j'ai 41 ans. Je me trouve encore trop jeune. Par contre, j'ai rencontré en début d'année un monsieur qui s'appelle Mark Fisher, qui est un écrivain. Puis, il est très bon vendeur. Donc, il m'a convaincu de faire un livre avec lui. Parce que j'ai une belle histoire quand même. Puis, oui. Oui, c'est ça. Puis on me dit souvent que je suis un modèle à suivre pour les jeunes, etc. Donc, j'ai décidé de le faire. Puis finalement, en le faisant, toutes les séances d'écriture et tout ça, ça m'a remémoré un paquet d'histoires. Ma vie à Longueuil qui a pris une grande place. J'ai été plus de 30 ans ici à Longueuil. Exact. Différentes écoles de Longueuil, différents quartiers de Longueuil également. Donc, Qu'est-ce que vous retenez de cette époque-là à Longueuil, du petit gars de Longueuil, justement? Plein de choses. C'est là que tout a commencé. Mes premiers commerces étaient ici. Mes premiers immeubles étaient ici. Ouais. J'avais une couple d'immeubles sur chemin Chambly. Tout premier commerce, oui, c'était c'était le service info. C'était les cartes de hockey, non? Oui, mais un commerce avec pignon sur rue, c'était sur chemin Chambly, près du cégep. C'était service info, mon magasin informatique. Oui. Puis par la suite, il y a eu d'autres commerces. Il y a eu d'autres aussi... surtout de l'immobilier. Donc, j'ai acheté un paquet d'immobilier ici. Beaucoup sur le chemin de Chambly, je pense. Beaucoup sur le chemin de Chambly, dans le quartier Roussillon également. Si on élargit de Longueuil à Brossard, Greenfield Park, un peu partout sur la Rive-Sud. J'ai des projets aussi. J'ai construit beaucoup sur la Rive-Sud, à Saint-Lambert d'ailleurs. J'ai un gros projet que je travaille présentement à Longueuil. Donc... Celui de Varennes, est-ce que... ça fait longtemps que je ne suis pas passé là, mais je sais que vous aviez acheté le petit golf à Varennes. Oui, la phase 1, les rues sont complétées. On a une 50aine de maisons construites. OK, déjà? Oui, déjà. Mm-hmm. Puis, on devrait finir le projet dans 1 an et demi, 2 ans à peu près. Sinon, j'en ai d'autres comme à Sorel, La Prairie, le golf de La Prairie qui s'en vient. Le golf de La Prairie aussi qui a été acheté, effectivement. Oui, à Saint-Bruno aussi, sur le coin de la 116 et de la 30, c'est à moi où il a monté Sabourin. Oui. Il y a 4000 unités un jour qui va s'en aller là. Qui s'en vont là aussi, exactement. Éventuellement. Il y a le plus gros projet de la Rive-Sud aussi, c'est moi qui l'ai, c'est McMasterville et Saint-Basile. C'est l'ancienne usine de CIL. Là. Ah oui? Ouais. Sur le bord du Richelieu? Exactement. J'ai 2 km de bord de l'eau. On va faire des marinas. Ça n'arrête jamais. Oui, sur la Rive-Sud, je pense que c'est pas mal le plus grand propriétaire
foncier. De terrain à développer, Ouais. je pense que je suis devenu en quelques années, effectivement. Effectivement, puis pas des petits projets non plus. Mais tout ça, si on fait juste reculer un petit peu, ça c'était... Avant ça, il y a eu les cartes de hockey. Parce que ça a été une anecdote qui a circulé beaucoup depuis 2 semaines. Oui, effectivement, c'est là que j'ai commencé à vraiment prendre la fibre entrepreneur. Puis j'ai commencé... Ça, c'était à quel âge? J'avais 14 ans. Okay. En fait, j'avais amassé depuis 5-6 ans, depuis que j'étais tout jeune, des cartes de hockey. Puis j'en avais tellement accumulé à 14 ans, j'ai décidé d'en faire un commerce. Donc, j'allais dans des foires de collectionneurs. Puis je louais, c'est une table en fait de 10 pieds. Puis on louait, puis j'exposais mes cartes de hockey, j'échangeais et tout ça. Est-ce que ce sont des foires qui étaient spécifiquement dédiées pour les cartes de hockey? Oui, dans ce temps-là, il y avait 3 foires. Il y avait soit les timbres qui étaient à la mode, il y avait soit les collections de monnaie. L'histoire est drôle parce que mon frère faisait la même chose que vous, mais avec la monnaie et les timbres. Ah, OK. Il a commencé à peu près à même âge, puis lui aussi allait dans ces c'était la mode à ce moment-là. Ouais, c'était très, très intéressant. Puis il y avait comme les cartes de hockey également. Donc moi, j'aimais les cartes de hockey, donc je me spécialisais là-dedans. Puis ça a commencé très vite. En fait, j'ai compris un principe important qui était de la différence des marchés. Moi, je comprenais qu'ici, les cartes des joueurs francophones étaient plus intéressantes, étaient plus en demande. Et ailleurs, dans le reste du Canada, étaient beaucoup moins en demande. Donc moi, j'échangeais des joueurs anglophones contre des joueurs francophones. Puis je revendais avec un grand profit. Sur le marché anglophone. Exactement. Vous faisiez vos petits paquets, vous alliez au bureau de poste, porter ça. Ouais, c'est comme ça que ça se faisait. L'avantage que j'avais, c'est que j'étais jeune également. J'avais 14 ans. Tous les autres exposants avaient plus de 55, 60 ans. Ouais. Puis pour moi, c'était facile d'aller dans des cours d'école puis échanger des cartes avec des autres enfants, en fait, des adolescents. Donc, ça m'aidait énormément. Donc, moi, j'étais capable de récupérer les bonnes cartes plus facilement que les collectionneurs. Ça, c'est pas dans le temps où vous faisiez de la colle, là. Non. Faut faire attention avec le terme. C'est pas, je l'ai entendu hier, celle-là. C'est ça. C'était quoi déjà, cette histoire-là? C'était ici, à l'école Jacques Rousseau. Il s'est passé toutes sortes de choses à Jacques Rousseau, c'est connu. Oui, c'est ça. Je pourrais vous en raconter. J'imagine. Ouais, mais vous ne faisiez pas de la colle pour vrai. Non. Quand même. Donc, les cartes de hockey vous ont amené à faire de l'immobilier, dans le fond. Mais en fait, accidentellement ou... tantôt, vous me parliez de votre premier commerce d'informatique sur Chemin de Chambly. Ouais. Informatique, les cartes, c'était quoi le lien? En gros, ça a commencé avec les cartes pendant 2 ans. Ouais. Je suis un gars de just in time. Donc, quand il y a quelque chose qui est... Il y a une opportunité. Oui. Donc, ma force, c'est de voir les comment je pourrais dire? Les grandes tendances. Oui, ce qui s'en vient comme opportunité. Exactement. Fait que 14-15 ans, il y avait ça. Après ça a tombé un peu les cartes de hockey. Là, j'ai commencé à importer des chandails, des casquettes de sport américain. J'ai fait ça pendant 2 ans. C'était la mode. Là. C'était très hot, les rappers. Et vous vendiez ça où? Place Longueuil, Place Portobello. Des kiosques. Des kiosques, exactement. Puis des marchés aux puces. Marcado, Saint-Martin à l'époque. Puis ça a duré de 16, 17. Puis après ça, la mode des BBS est apparue. Un BBS, c'est quoi? C'est Internet avant Internet. C'est que Internet, à l'époque, c'était juste pour les universités puis l'armée américaine. Ouais. Puis moi, j'ai commencé, j'avais un serveur chez moi, puis les gens avec des modems pouvaient se loguer le terme. C'était ça qu'on utilisait comme terme, effectivement. Terme anglais. Puis les gens pouvaient downloader des fichiers ou parler avec d'autres gens, faire du chat, etc. Puis j'ai fait ça pendant 2 ans. Internet est arrivé par la suite, fait qu'il n'y avait plus de marché pour ça. Donc, c'était l'Internet qui prenait le marché. Puis moi, j'avais une grosse base de clients qui aimaient l'informatique. Vu qu'ils étaient avec nous dans le BBS. Puis, j'ai décidé de commencer à vendre des produits informatiques par la poste puis par Purolator dans ce temps-là, qui était très fort. Ça aussi, c'était fort. Oui, c'est ça. Puis, je vendais. Puis là, j'ai vu qu'il y avait vraiment un marché. Puis, j'ai décidé d'ouvrir mon premier magasin d'informatique sur Chemin Chambly, qui était Service Info. Pourquoi Service Info? Parce qu'il y avait un paquet de magasins qui ont parti en même temps, puis tout le monde, tous les magasins avaient un problème de service. Ils vendaient, mais ils ne donnaient pas beaucoup de services. Je me souviens, j'allais chez vous faire réparer nos outils. C'est ça, exactement. Fait qu'on avait comme brandé le meilleur service possible, puis ça a donné notre succès automatiquement au début. Et vous faisiez pas mal de pubs aussi à l'époque. Oui, effectivement. Dans le Courrier du Sud. Oui, effectivement. Oui, je sais. Ouais. J'étais là aussi. Ouais. Alors, tout ça chemine. Puis là, vous suivez les tendances. Oui, puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que l'immobilier, comment
tombé, parce que c'est le cas de le dire, j'ai Ouais. tombé dans l'immobilier par un heureux hasard. C'est que l'immeuble que je louais, le propriétaire a fait faillite et la banque m'a téléphoné pour savoir si je voulais acheter l'immeuble. Puis là, moi, ça ne m'intéressait pas. Par contre, quelques semaines plus tard, il y a un groupe d'Asiatiques qui sont venus visiter l'immeuble pour acheter. Puis moi, j'avais appris dans mon cours de droit à l'université que si ton bail n'est pas enregistré en droit commercial, un nouvel acheteur peut te mettre dehors aussitôt qu'il achète. Okay? Ce qui n'est pas le cas en résidentiel. Donc, moi, j'ai pris peur. Pourquoi? Parce que 100% de mes fournisseurs informatiques étaient asiatiques. Puis à l'époque, aujourd'hui, on en voit partout des Asiatiques, puis il n'y a aucun problème, ils sont dans toutes les sphères d'activité, mais à l'époque, ils étaient seulement dans l'informatique. Dans l'informatique. Là, vous commenciez à penser qu'ils étaient pour venir s'installer puis faire de la concurrence. Oui, parce que ça marchait vraiment bien. Donc, j'ai décidé de rappeler la banque puis d'acheter l'immeuble, finalement. Puis, j'ai tellement aimé l'expérience que j'ai acheté l'immeuble d'à côté, puis après ça, l'immeuble d'à côté, à côté. Parce que vous vouliez vraiment pas que les Chinois s'installent dans le coin. En fait, je voulais pas perdre mon commerce informatique, mon endroit, parce que c'est tellement difficile à builder, à se faire connaître qu'une fois qu'on est connu, si on est obligé de déménager, c'est à recommencer. Sans faire, je présume, une fortune là-dedans, ça a été quand même rentable. Oui. Puis après ça, le fait d'acheter des immeubles autour, puis d'autres immeubles autour, puis des petites bandes de centres d'achat dans ce coin-là, de centres commerciaux, là, ça a fait en sorte que ça vous a permis là, de justement, comme le dit si bien votre livre, de voir plus grand et de voir grand. Effectivement. Bien des projets, ça arrive sud. Puis là, on pense ici, je me rappelle, sur la rue Saint-Charles, le relais Thérapin, c'était à Luc Poirier aussi. Exactement. En fait, j'ai acheté le relais Thérapin qui était en décrépitude totalement. Oui. Puis, je l'ai reconverti en un nouveau restaurant très tendance, qui était la nouvelle tendance, c'était les Supper Club. Donc, qu'on va souper, mais que ça devient un club par la suite, un genre de bar. Puis, ça s'est appelé le Williams. Ça a été un grand succès, tellement qu'on a eu beaucoup de problèmes avec la politique parce qu'on amenait beaucoup de monde. Beaucoup de monde au relais. 600 beaucoup de monde au Williams. Oui, au Williams. Pas au relais, donc, mais au Williams. C'est ça. Oui, c'est ça. Vous aviez souvent des clients avec des voitures bleues et blanches puis des cerises au-dessus. Oui, exactement, parce qu'il y avait, écoute, on attirait de partout. Il y a des gens d'Hollywood qui venaient ici quand ils descendaient à Montréal. Oui, on a eu plein d'acteurs d'Hollywood, des grandes vedettes internationales. Oui, à l'époque, on était comme... Bon, à part les restaurants de Montréal, il y avait sur la rive sud, on était le restaurant Inn, puis sur la rive nord, il y en avait un autre qui s'appelait le... Merde, il était au Centropolis, je me souviens plus du nom. Okay. Mais les vedettes descendaient aux deux places. Je savais pas. Okay. Et pourquoi l'avoir revendu? C'était fini? Non, c'est une histoire d'amour. C'est que j'ai tombé en amour avec une femme là-bas. Puis, c'est mieux, un resto-bar, c'est mieux quand tu veux faire une vie rangée, de ne pas avoir de resto-bar. Ça, je vous le dis tout de suite. C'est jamais l'idéal. Donc, je voulais me caser, je voulais que ça soit sérieux. Donc, puis d'ailleurs, je l'ai marié, j'ai eu 2 enfants plus tard, puis je suis encore avec, tout va bien. Ça, c'était évidemment après. Je me souviens aussi, Luc Poirier, Occupation Double. Là, oui, en fait, je l'ai rencontré en 2007, mais ça a pris 2 ans Je l'ai courtisé pendant 2 ans. De fréquentation? Non, même pas de fréquentation. J'ai essayé de la fréquenter, mais elle avait un copain. Elle était difficile à convaincre. Puis quand j'ai sorti d'Occupation Double, c'était en fin 2008. Okay. Puis j'ai commencé à être avec en début 2009. Elle a vu de quel bois vous chauffiez à Occupation Double. Ah non. Elle a craqué. Non. En fait, elle a eu bien de la pression, je pense. Ah oui. Mais... Donc ça, ça a été un épisode à travers quand même. Un épisode à travers ma vie. Luc Poirier, l'homme d'affaires. Parce que ça n'arrête pas beaucoup non plus. Est-ce qu'il y a eu d'autres, pas des aventures, là, mais d'autres achats ou acquisitions dans le Vieux-Longueuil? Il me semble que oui. À part le Williams. J'ai eu un paquet d'immeubles, là, des 8 logements dans le Vieux-Longueuil sur La Bonté, par exemple. J'en ai eu quelques-uns. Non, mais par contre, là, je travaille un gros projet que je ne peux pas vous dire, mais je travaille un gros projet. On n'en parlera pas. C'est quoi? Non, on ne peut pas... Je peux pas le dire, mais sinon... Sur la Rive-Sud?